Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue de la cuisine du village. Aujourd'hui, on va parler de la santé à travers notre potager et quelques bons légumes et particulièrement la carotte. Mais qui dit cuisine du village dit évidemment cuisine, bonne recette et pour ça je me retourne vers vous, chef Nicolas. Vous êtes un chef Eurotoc, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ce soir, on va être autour de la carotte. On a décidé de faire une assiette. La carotte s'éclate dans différentes textures. On va la retrouver tantôt sous forme de purée, au naturel, en pickles et glacée. Et tout ça avec l'aide de Maxence Delenain parce que chez Eurotoc, on pense aux jeunes, on pense à l'investissement qu'on doit avoir avec les jeunes à travers Eurotoc Jeunes. C'est ça ce col bleu qui est différent du col bleu blanc rouge? Absolument, à la base de l'association en 1986, Paul Bocuse qui crée l'association Eurotoc et Jacques Delors qui octroie justement le fait de pouvoir porter cette distinction, les étoiles de l'Europe, sur notre col bleu de notre maison Eurotoc. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur ouvrier d'Europe, c'est ça? Et non, le titre de meilleur ouvrier d'Europe n'existe toujours pas, mais pourquoi pas le créer, hein? Un appel lancé, voilà. Appel lancé. Je vous laisse commencer. C'est une recette toute simple, j'imagine. Toute simple, pleine de subtilité et surtout beaucoup de gourmandise. Allez, on se retrouve en milieu d'émission. Pour parler potager et santé, j'accueille mes trois invités. Alors, on a Elodie Araou, vous êtes responsable du pôle formation et animation chez Jardino. Alain Dedavy, directeur des rédactions de Rustica, un magazine bien connu des jardiniers. Et Elodie Araou, non, Aurélie Marino, vous êtes diététicienne gastronome et vous êtes aussi avec Eurotoc. Je commence tout de suite par Aurélie. Qu'est-ce Elodie? Ah là là, je vais m'en sortir. Elodie, le jardinage, c'est bon pour la santé? Ben oui, ça a vraiment des effets à la fois sur la santé physique, la santé mentale. Et nous, au sein de l'association, on a beaucoup de personnes qui nous disent à quel point ça leur fait du bien aussi le fait de s'obliger à sortir, s'occuper d'un être vivant, qui est quand même les plantes aussi, en dehors des animaux. Comment est-ce qu'on se lance si on a envie d'avoir un jardin? Je crois que Jardino, vous accueillez des gens dans des jardins partagés. Comment ça se passe? Oui, on a plus de 80 jardins familiaux partout en France. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent nous contacter et regarder si sur la carte de tous les jardins, s'il y en a qui les intéressent. Et ensuite, on a des comités qui organisent des animations autour du jardinage, du coup sur des petits jardins pédagogiques qui ne sont pas forcément du coup des jardins familiaux, mais qui sont plutôt pour apprendre et passer du temps ensemble entre personnes qui aiment jardiner. Alain, je vais parler jardinage à tout âge. Quand on est jeune, je crois que vous avez lancé il y a quelque temps une revue, Rustica Junior. On jardine aussi quand on est junior? Oui, oui, même beaucoup. Alors, junior 7-12 ans. Donc on apprend beaucoup, on apprend la nature aussi, on apprend à devenir éco-citoyen, mais surtout on jardine, on se fait plaisir parce qu'il y a quand même eu une rupture fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. On a perdu un peu le contact avec les grands-parents et les parents ne savaient pas forcément très bien jardiner, d'où l'utilité de réapprendre partout, aussi bien dans des jardins, dans des magazines ou en regardant des films ou des vidéos. Puis quand on est passage, on a la corvée de désherbage, c'est ça? Pardon? Si on est passage, il y a la corvée de désherbage, c'est ça? Non, non, parce que si on parle de corvée, déjà ça va nous faire fuir. Déjà les parents vont partir, les grands-parents vont peut-être rester. Non, non, il n'y a pas de corvée, il y a du plaisir, beaucoup de plaisir. Et puis surtout apprendre et découvrir. Puis les mauvaises herbes, elles ne sont pas si mauvaises que ça pour certaines. Il y en a qui sont très bonnes à manger, d'autres qui sont utiles parce qu'elles attirent des pollinisateurs. Le tout c'est qu'elles ne soient pas là où on ne veut pas qu'elles soient, donc on surveille. Puis on a des techniques pour les éviter. Elodie, quand on jardine, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour pas nuire à sa santé, j'ai envie de dire? Est-ce que déjà dans le choix des outils, dans le choix de comment est-ce qu'on s'habille, est-ce qu'on met des gants, un chapeau, c'est important aussi pour préserver sa santé? Oui, ben c'est sûr qu'en fait, même dans la conception du potager, il faut déjà prendre en compte aussi son état physique et ses envies aussi, à quel point on va vouloir y aller, etc. Et du coup, par exemple, de faire un potager en hauteur, si on ne veut pas trop se baisser, vraiment imaginer son potager en fait selon sa propre santé. Mais oui, après, il y a plein de petites choses. Alors, évidemment, mettre un chapeau l'été, faire attention à ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Mais oui, après, oui, voilà, les gants, évidemment. Alain, est-ce que vous avez quelques conseils pour choisir ces outils?
pour ne pas se blesser, par exemple, pour vraiment prendre soin de sa santé, pas se blesser au jardin? Oui, il y a plein d'exemples. Le plus dur peut-être, c'est quand on veut travailler la terre. Donc nous, on va éviter de la labourer avec une fourche bêche, parce que là, on s'abîme bien le dos. On va travailler avec une aérabêche. Alors ça a d'autres noms, on connaît grelinette, qui est un nom commercial. Mais c'est surtout une fourche avec 2 branches. Et en fait, on baisse, on ne travaille plus le dos comme avant, on ne se casse plus le dos. Donc c'est assez pratique. C'est pareil, maintenant, on a des outils télescopiques. Donc la terre est basse, eh bien on va s'éloigner, mais on va quand même travailler le sol. Donc c'est une des solutions. Et puis on parlait de potager surélevé, je crois que c'est quand même la panacée, parce qu'on va rehausser les planches de culture et donc on va pouvoir se baisser, se mettre à genoux, voire s'asseoir, pourquoi pas. Et il n'y a pas de honte, c'est même très très bien et ça évite de se fatiguer. Et puis le jardinage, c'est du plaisir, donc ne jardinez pas comme un forcené, faites des pauses, c'est très bien, observez, regardez, on va se calmer un peu sur la densité du jardin. Je vous laisse passer le micro à Aurélie. Aurélie, récolter des légumes de saison, c'est aussi bon pour la santé? Bien évidemment, oui, très bon pour la santé, les légumes et puis du potager qu'on vient de cultiver, qu'on déterre et qu'on va pouvoir cuisiner, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus local. Et donc, au niveau de l'apport nutritionnel, on est au top. Est-ce que là, on est début mars bientôt? Est-ce qu'il y a des légumes de saison? Bien sûr, toutes les saisons vont avoir leurs légumes. En ce moment, la carotte, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est un légume complètement de saison et qui a tout son intérêt au niveau nutritionnel. Vous en avez quelques-uns d'autres qu'on peut associer avec cette carotte? On a... Alors on est en légumes, Nicolas. On va pouvoir bien évidemment associer avec du navet, avec faire des soupes avec le poireau. Un bon pot-au-feu? Un bon pot-au-feu? En pot-au-feu, oui, tout à fait. Après, vraiment, je dis toujours en cuisine, et ils diront mieux que moi, mais ne pas hésiter à faire comme on a envie, à tester, à essayer. De la cuisine, ça doit être un jeu, ça doit être un amusement. Donc, avec ce qu'on a, on peut toujours faire quelque chose, en restant de saison. Élodie, est-ce que aussi avoir un potager bon pour la santé, c'est ne pas utiliser de pesticides? Oui, je pensais à ça aussi quand on en parlait, parce que oui, c'est bon, mais selon ce qu'on a mis dans notre terre et selon ce qu'on a mis sur les légumes qu'on cultive. Donc vraiment, il y a aussi, c'est se dire que quand même, lorsqu'on mange ce qu'on cultive, pour le coup, il y a beaucoup de remises en question, souvent quand même au niveau des produits qu'on utilise. Et voilà, beaucoup de réflexions. Après, le problème, c'est que même souvent des choses qui sont biologiques de base, si on respecte par exemple pas les quantités, on peut se retrouver quand même avec des problèmes de santé si jamais. Voilà, donc il y avait toujours ce truc aussi de respecter les quantités, même si c'est des produits de base naturels. Vous avez quelques astuces, quelques solutions qu'on pourrait faire maison? Si on a par exemple des pucerons ou du mildiou, de l'oïdium, des choses qui peuvent arriver fréquemment sur son potager, et on aurait tendance à vouloir utiliser l'artillerie lourde, j'ai envie de dire. En fait, déjà, par exemple, observer le plus son potager, le plus souvent possible, ça va nous permettre de détecter le plus rapidement quand on commence à avoir une petite invasion. Et après, regarder ce que c'est, savoir vraiment ce que c'est comme problème, si une maladie, un ravageur. Et potentiellement regarder aussi quel prédateur on pourrait avoir. Est-ce que c'est par exemple la température, est-ce que les coccinelles, par exemple, vont arriver? Est-ce que c'est la température à laquelle elles vont arriver? Des fois, il suffit d'attendre un tout petit peu pour les pucerons, qu'il fasse assez chaud et que les coccinelles arrivent et que le début d'invasion soit fini. Donc il y a vraiment l'observation, et c'est très important. Alain, moi j'ai déjà vu des potagers, il y a quelques limaces et on met ce fameux granulé bleu anti-limaces. On en met tellement qu'il est presque visible depuis la Lune. Est-ce que vous avez des astuces déjà pour ne pas utiliser ce granulé ou comment déjà bien l'utiliser, on dira? Bien déjà, il faut en mettre très peu et peut-être un petit peu plus souvent. En fait, c'est un granulé qui ne supporte pas les fortes pluies. Donc ça ne sert à rien de mettre une poignée et de faire un cordon bleu tout autour. On met quelques granulés. S'il pleut, on va en rajouter quelques-uns. Après, c'est aussi
être tolérant vis-à-vis de ces limaces, parce que bon, il y en aura toujours malheureusement, mais c'est surtout par temps de pluie, elles sont plus fortes. Après, il y a des petites choses très simples. Il y a des passages où on passe fréquemment, on peut mettre des planches, on les met le soir. Le lendemain matin, vous allez voir, parce que l'humidité reste sous la planche et vos baveux, les coquilles, enfin oui, les escargots, mais aussi les limaces, vont venir s'accrocher dessous. Donc le matin, vous soulevez et vous les enlevez. Déjà, vous allez diminuer la population. Et si on a un jardin potager, on va les mettre dans le jardin du voisin, c'est ça? Non, on va être gentil, Si vous avez des poules, par contre, elles vont être intéressées. Justement, là, les potagers sont un peu vides. Lâchez les poules dans le potager. Bon, pas dans les planches de salade, bien sûr, parce que là, ça va être le carnage. Mais sur les planches vides, laissez vos poules passer et repasser. Elles vont gratter et vous enlever quelques limaces. Quelques astuces de grand-mère aussi. On utilise des fois des coquilles d'œufs. On entend parler aussi de la cendre. Est-ce que ça fonctionne? Élodie ou Alain, est-ce que ça fonctionne? La cendre, c'est pareil. La cendre, première pluie, c'est plus efficace. Et puis, il faut en mettre tout autour. Puis en fait, on pense toujours aux limaces qui sont en surface, mais c'est les limaces du sol qui sont peut-être les plus terribles. Donc vous pouvez mettre votre cendre, elles sont là, donc c'est pas toujours efficace. Élodie, peut-être une astuce de grand-mère qui fonctionne alors? C'est vrai qu'il y a plein de petites astuces, faut essayer chez soi. Après moi, ce que j'ai vu chez des jardiniers, c'est parfois, il faut au début quelque chose en plastique en prenant des bassines, en fait, en enlevant le trou et en plantant en fait ces bassines et en mettant nos salades à l'intérieur. Les limaces n'arrivent pas à passer le petit rebord de ces bassines et donc du coup on peut sauver comme ça quelques salades. Donc j'ai vu un peu ça qui était fait dans certains potagers. Après le fait que ce soit en hauteur, des fois il y en a qui vont pas monter. Et après aussi favoriser juste la biodiversité en fait au maximum dans le jardin, ça va toujours limiter les invasions quels que soient les ravageurs. Là je vais me tourner gentiment vers notre invité artisan. Et pour la séquence, faites pousser les idées. Je ne sais pas si vous connaissez les Keol Garden. Olivier Bachelot, vous êtes le fondateur de Mon Petit Potager. Qu'est-ce que c'est que Mon Petit Potager? Bonjour Tom. Alors Mon Petit Potager, ce sont des carrés potagers fabriqués en France, dans l'Ain, dans le département de l'Ain, et avec du bois naturel, donc il n'est pas traité. C'est un carré potager qui est très facile à installer puisqu'en fait c'est un rail dans lequel on vient glisser les planches. Et grâce à ce petit concept assez simple, encore une fois, à mettre en place, vous avez toute une gamme de potagers qui est disponible et qui permet justement, comme viennent de le dire vos invités, de rehausser légèrement, un peu faire en sorte que la terre ne soit pas trop basse. Et là, vous allez pouvoir y cultiver beaucoup de choses. Et une des particularités et un des produits qui est un produit phare chez nous, c'est un produit qu'on s'est inspiré d'un concept qui existe depuis très longtemps en Afrique qui s'appelle le Keol Garden, le jardin en trous de serrure. Et ce concept-là, qui est fabriqué en pierre là-bas, nous on l'a imaginé en bois. Alors le concept en soi, c'est très facile. C'est un espace de plantation dans lequel vous avez un composteur ou plusieurs composteurs au centre. Et donc les déchets ménagers, alors ça ne remplace pas un composteur de jardin dans lequel on met les feuilles ou les tontes, mais tous les déchets ménagers, les épluchures, vous venez les mettre là. Tout ça se décompose, attire énormément tous les organismes du sol et ça permet de fertiliser tout le sol qui est autour. Il y a une histoire aussi un peu de mélange entre du thé de compost, du compost, ça va, des vers qui viendraient se nourrir dedans, comment ça se passe? Alors tout à fait, et alors il y a une grande partie du thé de compost qui est lessivé dans le sol, mais il y a aussi énormément de plantes qui vont venir, la tomate par exemple, elle a un système racinaire qui est très, très grand, et elle va pouvoir venir chercher elle-même, en tout cas les nutriments dont elle a besoin. Alors comme nos bacs sont assez hauts, on peut aussi les remplir avec le principe de la permaculture. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de remplir le bac que de terre ou de terreau, c'est de créer ces couches. On alterne les couches de matière brune, donc morte en fait de carbone, et les matières humides, vertes. La technique de la lasagne. Exactement, aussi. C'est la technique de la lasagne. Ça permet déjà de bien remplir le bac, et après évidemment on a besoin d'un peu de terre pour pouvoir planter ses légumes. Et dans un bac comme celui-là, on peut effectivement cultiver toutes sortes de légumes, les tomates, je l'ai dit, mais aussi les carottes, je crois que c'est le produit qui va bien aujourd'hui, et puis les salades. Alors après, c'est toujours un peu délicat, il faut faire des choix parce que
le carré reste limité. Donc Un carré, c'est pour une famille de combien de personnes? Alors on a 3 modèles de carré potager. On a un petit carré potager qui reste quand même un bel objet puisqu'il fait 1m20 par 1m15 et 40 cm de haut. Donc ça va, c'est déjà un beau carré. Ensuite, vous en avez un rectangle qui fait 170 par 120 et le très grand qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran qui lui fait 175 par 170. Donc c'est vraiment des carrés qui permettent quand même de cultiver pas mal de choses. Je crois même que vous en avez des qui sont accessibles pour les gens en fauteuil roulant, c'est ça? Alors on a aussi des carrés potagers qui sont sur pied, qui là pour le coup sont parfaits pour les balcons, les terrasses. Malheureusement tout le monde n'a pas la possibilité de cultiver à même le sol ou en tout cas dans un carré potager dans un jardin. Donc on a aussi effectivement une offre, on propose une offre pour les terrasses et les balcons. Et on est d'accord que quand on l'arrose, ça ne va pas arroser le balcon du voisin en dessous? Alors l'excès d'eau, en fait, entre chaque lame, il y a un petit passage qui permet l'excès d'eau de s'évacuer. Mais non, en toute logique, comme une bonne pluie, après tout ça est on va dire dilué en quelque sorte et lessivé. Alors pour le Kewl Garden, c'est aussi la raison pour laquelle on préconise pas de le mettre sur balcon terrasse parce que le compost, lui, génère un jus très très puissant. Une potion d'ailleurs magique pour les plantes, parce que c'est un engrais extraordinaire. Et ça peut effectivement avoir taché ou avoir des conséquences sur un balcon ou une terrasse. Donc là, c'est un peu différent. Et c'est pour ça qu'on le réserve au jardin. Si j'ai bien compris, un Kewl Garden, mon petit potager, c'est bon pour la santé aussi. Voilà, on est au début de la saison. Enfin, en tout cas, tout le monde aspire à aller au potager très vite. Et effectivement, le Kewl Garden est un outil formidable. Pédagogique aussi, puisqu'en fait on a toute la dimension zéro déchet qui est intéressante aussi. Mais surtout, on a la possibilité, comme vous l'avez dit, de cultiver ses propres légumes. Et on n'a pas trouvé mieux, en tout cas pour se régaler et pour être en bonne santé. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais retrouver mes invités pour continuer à parler potager. Élodie, quelles seraient les premières étapes maintenant si on a envie d'installer son potager? Est-ce que c'est la bonne saison pour le faire? C'est quoi les premières étapes à faire? En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a toute la question de la conception qui est vraiment la première étape et savoir en fait qu'est-ce qu'on a envie, combien d'heures on a envie d'y passer. Et en fait, on va vraiment avoir la taille de notre potager et va dépendre de ce qu'on a envie d'en faire et de combien de temps on a envie de passer. Donc là, oui, vraiment en ce moment, c'est plus de la réflexion, commencer à faire un plan par exemple, penser aux légumes qu'on préfère. Parce que souvent, quand on commence, c'est bien d'être très motivé. Je demanderai à Alain tout à l'heure par quels légumes on commence pour débuter un potager. Mais actuellement, on est chez Semei, on feuillette les semences, les catalogues de semences. C'est ça aussi la conception? Oui, et aussi réfléchir aux semences, et de ce qu'on a envie, etc. On peut aussi penser aux semences qu'il y a dans notre région, qui sont plus locales et donc du coup qui sont souvent mieux poussées dans la région dans laquelle on est. Ouais. Alain, est-ce que vous pouvez nous partager quelques astuces pour concevoir son jardin? Bien le réfléchir, c'est aussi éviter les galères de dos, j'ai cru comprendre. Oui. Le potager doit être assez près de la maison si possible parce qu'on doit s'en occuper souvent. Et l'arrosage, il faut y penser. Donc si l'arrosage est très loin du potager, on va éviter de mettre des légumes très gourmands parce que sinon en été c'est tous les jours et ça va devenir invivable. Il faut penser aussi aux allées, aux circulations parce que ça doit toujours être pratique. L'allée principale, si vous venez avec une brouette, vous devez pouvoir rouler facilement dans cette allée. Vous croisez aussi, si vous êtes plusieurs à jardiner dans votre potager. Ça, c'est assez important. La disposition des légumes aussi, parce que tous les légumes aiment le soleil. Alors les salades, le persil, la ciboulette vont supporter une ombre un petit peu plus légère. Mais par exemple, les tomates, toutes les courges demandent le plein soleil. Donc il faut vraiment faire attention là où vous allez mettre vos légumes grimpants, les haricots par exemple, qui sont très bien justement quand on ne veut pas se faire mal. Parce que les haricots, quand on les ramasse, ça devient une corvée quand ils sont très bas, les nains. Mais pensez aux grimpants, vous allez avoir des récoltes plus hautes et c'est déjà beaucoup plus agréable. Une petite astuce, si on veut commencer sur un balcon par exemple aussi, on peut cultiver des choses sur un balcon? Oui, plein de choses. Ne serait-ce que les salades à couper, ça c'est très facile.
le persil, la ciboulette, très important la ciboulette. Regardez le prix des brins en ce moment. Vous faites une culture de ciboulette avec quelques graines et vous allez en avoir pendant toute l'année. Vous pouvez aussi des tomates. Alors ne faites pas comme moi je les avais mis dans un coin de mon balcon. Les tomates ont poussé, au début j'ai bien taillé, puis j'ai laissé pousser 1 mètre en tous sens et après au 5e étage il y avait des lâchers de tomates dans la rue. Ça c'est pas conseillé, faites attention. Toujours ne pas mettre bien sûr de courges sur un balcon. Moi j'ai essayé avec les Jack B. Little, c'est très amusant, sauf que quand vous avez un bon orage avec un bon coup de vent, là c'est pareil, c'est des mini-bombes. Je crois que vous partagez régulièrement des photos de votre balcon fleuri et potager sur vos réseaux sociaux. On vous retrouve très facilement où ? Bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, X, Blue Sky et compagnie, Pinterest. Ça, pour mon balcon, oui, effectivement, parce que je suis parisien. Donc, effectivement, je ne cultive que sur balcon. La terre est un peu moins basse, quoique. Et dans les jardins partagés, ça, c'est assez génial. Les jardins partagés, en plus, on fait des belles rencontres et on partage plein de choses. Donc, c'est assez important. On va passer le micro à Aurélie. Aurélie, maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la carotte. Oui. Quel légume phare qu'on aura en cuisine aujourd'hui? C'est bon pour la santé, la carotte? Bien évidemment, c'est super comme tous les légumes. Tous les légumes sont vraiment des sources très intéressantes au niveau des minéraux, des vitamines et des antioxydants. Et notamment la carotte riche en caroténoïdes, le fameux bêta-carotène. Donc un pouvoir antioxydant, un pouvoir anti-inflammatoire et donc la prévention pour les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc une vraie source nutritionnelle dont on a tous besoin. Vous avez quelques idées de recettes? Parce que moi, j'utilise même les fans de carottes en quiche, mais oui. Est-ce que vous avez quelques idées de recettes autour Alors, de cette carotte? moi, je suis très simple. Alors, pour la carotte, il faut savoir que crue ou cuite, elle est très intéressante. Au niveau des caroténoïdes, il y en aura plus quand elle est cuite et ce sera mieux assimilé avec un peu de matière grasse. Donc, mettons un peu de vinaigrette dans les carottes râpées, un peu de beurre pour des carottes cuites à la vapeur, par exemple. Ou simplement, ce que je dis à mes patients, c'est couper une carotte en bâton. Pour les enfants, on n'a pas envie des fois de passer trop de temps en cuisine. Donc simplement la couper en bâton. Une petite sauce, un yaourt avec un peu d'herbe, justement de la ciboulette. Et à la croque comme ça, et on consomme un légume, simplement, et ça plaît à tout le monde. Et les enfants, ils aiment les carottes? Ah, ils adorent ça, ouais, ils aiment beaucoup ça. Après, comme tous, ils ont leurs préférences, mais cru cuite et en bâton, là, comme je viens de l'expliquer, c'est vrai que ça plaît toujours. Et aux adultes aussi pour l'apéritif d'ailleurs, pensez-y. Alors moi, je vais aller voir le chef, justement, qui est en train de cuisiner cette carotte, voir où c'est qu'il en est gentiment. Chef, on en est où? On a été extrêmement performant avec l'ami Maxence Delenain, car on a réalisé des carottes sous toutes ses formes, tantôt frites, tantôt glacées, avec un peu de matière grasse, il ne faut pas l'oublier, parce que ça donne tout son sens à la gourmandise. Mais bon, cru, c'est très bon aussi. Il faut le dire aussi, la santé est importante dans le bien manger. Donc on va y retrouver aussi cru, comme tu le disais Aurélie, glacé, en purée, en pickles, et tout ça avec un petit chorizo sympa qui va donner ce petit goût de noisette et fumée à notre plat qui est la carotte s'éclate sous ces textures différentes. Voilà. Est-ce que vous avez aussi quelques astuces de recettes? Par exemple, moi j'utilise les fans en quiche, mais je crois que vous la faites en pesto chez vous aussi, j'ai déjà vu dans vos recettes, c'est ça? Oui, c'est aussi, et personnellement, moi je l'aime bien en tempura. Alors un petit appareil à tempura, c'est rapide, c'est de l'eau pétillante ou de la bière, un petit paquet de levure, un peu de farine française, et hop, on trempe ça dedans, un petit peu de matière grasse, on vient faire rissoler, frire. C'est super croustillant, vous faites ça à l'apéro, c'est génial. Avec un peu de paprika fumé, tout ça pour aromatiser, c'est génial, super conseil. J'avoue que j'apprécie pas trop éplucher mes carottes, mais bon, je les récolte très fraîches, donc j'ai pas besoin forcément de le faire. Mais est-ce que les épluchures, on les utilise ici dans la carotte? Bien sûr, alors même chose, on peut soit les sécher au four et bien évidemment frites, mais ça donne ce petit côté sympa à l'apéro, idée apéro, on met des chips de légumes, on peut récupérer évidemment les pluches de panais aussi, qui ont leur goût très sucré, donc tout ça fait partie d'un moment très convivial également. Le légume nous accompagne tout au long de l'apéritif. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers Alain.
Alain, si on a envie, on a vu toutes ces belles recettes, on a envie de cultiver la carotte, on s'y prend maintenant. On peut. En fait, la carotte se cultive sur une très très longue période. Alors, ce sont différentes variétés. Mais là, on va être sur des petites carottes primeurs, donc des carottes pas aussi longues, plutôt des carottes grelots. On va les faire à l'abri parce qu'on n'est pas... Vous entendez quoi par à l'abri? Eh bien, dans un châssis ou sous simplement un film, ce qu'on appelle en intissé, ça ressemble à un voile grisâtre, blanchâtre, et qui permet de recouvrir le semis. Alors, une précaution, les carottes, quelles qu'elles soient, demandent une terre très meuble, le moins de cailloux possible, même si c'est des petites carottes grelots. Les terres sablonneuses ou limoneuses sont bien plus adaptées à ce genre de légumes. Ou après, quand on a ce système de potager surélevé, bien sûr, on a une grande profondeur, donc on peut se permettre des variétés beaucoup plus importantes. Élodie, moi j'ai envie de me lancer. Vous avez des idées de semis ou... Moi, je sais que je dois démarrer ma carotte, je dois faire plein de choses, l'éclaircir, veiller à la mouche de la carotte. Est-ce que c'est vraiment un légume facile quand on veut débuter? Ou vous en avez des plus faciles à conseiller? Des légumes faciles, la pomme de terre, je pense quand même dans les légumes faciles, surtout maintenant avec les méthodes par exemple de bottes de paille, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire assez facilement sans trop s'en occuper. Après des légumes faciles, bon, c'est pas vraiment des légumes du coup, mais tout ce qui est aromatique aussi, c'est assez satisfaisant et ça dure longtemps. Donc ça peut être des semis qui sont chouettes à faire aussi. Et si on est un peu pressé, parce que la carotte, ça prend longtemps à pousser, ouais. est-ce que vous avez des légumes à conseiller pour les gens stressés et qui veulent des résultats très rapides? Les radis, les salades, tout ce qui est feuilles, tout ce qui va faire des feuilles, les épinards, tout ça, ça va être plus rapide que tout ce qui va faire des fruits, comme la tomate, les carottes. Mais la tomate... on la plante pas maintenant? Non. On fait ça quand? Expliquez-moi ce qu'on fait aujourd'hui. Si les gens qui nous regardent durant cette émission veulent se mettre aujourd'hui au potager, ils font quoi? Là, fin février. Après, ça dépend dans quelle région on est, évidemment. Mais fin février, encore début mars, on va pouvoir semer les tomates, par exemple, en godet, en intérieur. On va commencer à préparer nos futurs plants qu'on va pouvoir planter une fois que les seins de glace seront passés plus ou moins en mai, du coup. Je crois, Alain, qu'il y a aussi quelque chose qui est extrêmement simple et facile à faire, même avec des enfants. C'est encore la période où il y a un repos de végétation et donc on peut planter, je crois, plein d'arbres et d'arbustes. Oui, profitez-en, c'est même le moment. Ne tardez pas trop. On peut même planter encore les arbres et les arbustes à racines nues, puisqu'on trouve deux modes en container, donc en pot, ou à racines nues. Donc on peut encore le faire. C'est la dernière limite. Il faudra juste penser, il aurait mieux valu le faire à l'automne ou au début de l'hiver. Là, on peut encore le faire. Il faudra bien arroser si le temps devient sec. Au printemps ou en été, c'est juste la chose à prévoir. Mais sinon, oui, on peut planter encore pas mal de choses. On peut aussi commencer à planter de l'ail, des petits bulbes d'oignons et d'échalotes, parce que ça sera un plaisir de les avoir à la fin du printemps. Donc si je me lance aujourd'hui, et il n'y a pas le salon d'agriculture pour avoir notre chouette émission tout au long de l'année, je crois que dans Rustica, on peut retrouver un calendrier régulièrement, toutes les semaines, qui nous explique quoi faire au potager, c'est ça? Oui, alors on vous donne surtout le programme de la semaine, hein. C'est comme la télé, on vous dit ce qu'il faut faire dans le jardin. Donc le film en ce moment, c'est de se lancer dans les plantations, c'est de tailler aussi. Mais effectivement, toutes les semaines, vous retrouvez avec un grand poster qui donne les distances de semis, parce que justement pour s'éviter les fameux éclaircissages, il vaut mieux semer. J'ai un de mes jardiniers qui dit quand on sème dru, on récolte menu, et effectivement il vaut mieux semer très très léger, ou alors associer radis et carottes, puisqu'on peut le faire en ce moment. Et quand vous récoltez vos radis au bout de 3 semaines, 1 mois, vos carottes ont de la place et elles peuvent pousser. Une dernière astuce pour les débutants, peut-être pas commencer trop grand, c'est ça? Oui, c'est pas avoir les yeux plus grands que le ventre, peut-être, c'est d'y aller tout doucement et puis de semer
en petite quantité. On a tendance, on a un paquet de graines, allez, on va tous semer. Non, vaut mieux faire un premier semis, puis dans 15 jours, 3 semaines, vous refaites un autre semis. Déjà, vous allez décaler vos récoltes. Et puis, si par malheur, vous avez des ravageurs, eh bien, il y a un des semis qui va être attaqué, peut-être pas l'autre. Élodie, une dernière astuce, si on est débutant toujours. Bah aussi, je pense au fait de multiplier les variétés aussi. Enfin, les espèces et les variétés, on va dire, pour justement, si par exemple on a un ravageur, en fait, pour pas être démotivé, l'objectif de la première année, c'est de de pas arriver à trop d'échecs à la fin de l'année. Donc plus on aura testé différentes légumes ou des fleurs aussi, etc., tout ce qu'on veut, plus on aura vu aussi à la fin de l'année qu'est-ce qui marche et on aura plus de chances d'avoir des choses qui marchent aussi. Aurélie, aussi une dernière astuce avec ceux qui veulent se mettre à la cuisine de la carotte, mais aussi des légumes pour ne pas se décourager. De ne pas avoir peur et de chercher à s'amuser, à tenter le coup. On peut avoir des ratés, mais très souvent, ça fonctionne très bien. Et une dernière chose, c'est quand même ne pas oublier que porter de l'attention à son alimentation, c'est prendre soin de soi. Et donc, on doit tous le faire pour soi, sinon personne ne le fait pour nous. Donc, regardons ce qu'on cultive. Merci pour ces conseils et prenons du temps pour cuisiner pour notre assiette. Moi, je vous invite gentiment à venir me rejoindre en cuisine. On va aller déguster ce qu'a fait le chef. Chef, c'est un plat, c'est une entrée. Alors, on l'a en version entrée évidemment, mais générosité, plat de partage, parce qu'une bonne cuisine, elle se partage. Voilà, et destination des gens qu'on aime. Est-ce que la carotte, ça se cuisine aussi en sucré? Parce qu'il y a le carrot cake, mais est-ce que vous avez d'autres petites idées pour la faire en sucré? En sucré, on peut la retrouver dans une purée, simplement. Elle a ce goût unique, elle est sucrée par un sucre naturel. On peut très bien en faire un jus, une gelée, un gel. Donc on va pouvoir l'assaisonner et la mettre, pourquoi pas, dans une chantilly et en faire une mousse. Et ben voilà, je crois qu'on a toutes les astuces pour réussir la culture de la carotte, prendre soin de notre santé avec son potager. Moi, il me reste vous dire à demain pour de prochaines émissions, mais tout de suite, semer l'avenir.